Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation de OpenMediaVault en version 4.1 en cette fin d'année 2018. Donc, on lance. C'est parti. On choisit la langue. Alors, on va également essayer de répondre à la question de la vidéo précédente qui date de quelques temps maintenant. Un problème qu'a rencontré une personne au sujet d'OpenMediaVault quand il y avait une IP statique. Alors, la vidéo là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, ce commentaire de Christophe Maroubi. Donc, on va essayer de voir si ça se reproduit. On met le mot de passe. On sélectionne le bon disque, hein. Donc ici il y a le disque système et ici ça sera le disque de données. Donc moi je choisis le disque système, le premier. Là on choisit le pays pour les mises à jour au niveau du système. Pas de proxy. Je vous fais grâce des temps morts de l'installateur, hein, ça évite que la vidéo soit trop longue. Donc nous voilà à l'installation du grub, c'est donc bientôt la fin de l'installation. Et voilà, l'installation est terminée, on va passer maintenant à la configuration de OpenMediaVault via le navigateur internet. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le navigateur internet l'adresse IP qui se retrouve là, ENP0S2. Voilà, nous voilà dans l'interface de configuration d'OpenMediaVault. Donc le nom d'utilisateur par défaut c'est admin et OpenMediaVault. Voilà, donc pour information, donc c'est la dernière ISO en date qui est en version 4.1.3 et la dernière version de OpenMediaVault avec les mises à jour en date c'est le 4.1.16 suite à mes tests d'essai tout à l'heure. Et donc, au sujet du réseau qui pose problème en IP fixe, on va aller voir ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va modifier l'adresse IP de la machine. Donc, on va passer de DHCP à statique. En adresse, on va mettre 192.168.1.205. Alors ici c'est un exemple, hein, vous vous référez par rapport à l'adresse qu'il y a déjà sur votre réseau chez vous.
Si c'est 168.0 point quelque chose, mettez plutôt 0 là. Si c'est une autre adresse, vous confirmez à l'adresse qu'il y a déjà sur votre réseau que votre box fournit. Ici, en l'occurrence, Orange, ça c'est 168.1 point quelque chose. Donc ici, en adresse statique, on va mettre 205. En masque de sous-réseau, on met 255.0. La passerelle, ça sera votre box. Donc ici, moi chez Orange, c'est 192.168.1.1. On n'utilise pas l'IPv6, en tout cas pour mon cas. Serveur DNS, moi j'ai un serveur DNS par défaut. Et je le renseigne. Et le reste des options, j'y touche pas comme ça. Donc là, la configuration a été modifiée, vous devez appliquer le changement pour qu'il prenne effet. Appliquer. Oui. Et donc là maintenant, en fait, il faut changer l'adresse, parce qu'il ne trouve plus à 37, il va exister à 205. Comme l'adresse IP a changé, on prend la nouvelle. On met le nouveau mot de passe. Donc voilà, nous voilà sur l'interface avec la nouvelle adresse qui est renseignée, donc 192.168.205. Alors ce que je vais faire tout de suite, moi dans les paramètres, je vais déjà commencer par ajouter un certificat SSL, ajouter, créer, validité 2 ans. Ici on renseigne, il n'y a rien de particulier, c'est des renseignements à titre informatif. Voilà, l'adresse mail elle n'est pas obligatoire non plus, enregistrer. Voilà, votre certificat est créé. On applique la modif. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, comme on a modifié comme on a ajouté un certificat, on va utiliser ce certificat pour l'accessibilité au panel, au système, l'interface de configuration. Donc là, on utilise ce certificat-là, le port 443. Alors, on modifie aussi, parce que si plus tard vous voulez mettre un site sur 443, vous pourrez pas. Donc là, on va mettre 8443. Comme ça nous laisse libre le port 443. On enregistre. On applique. Oui. Et donc, forcément, une erreur est survenue. Donc là, https et on renseigne le bon port. Quitter la page. Donc là, comme ça, certificat auto-signé, le navigateur nous dit qu'il n'a pas confiance, mais on y va quand même. Admin, open, media. Et donc là, maintenant, on va passer à la mise à jour, puisque apparemment il y avait un problème à ce sujet-là. Le mieux, c'est qu'on mette le langage en français. Ah, il est déjà. Ah, trompé. On va aller sur le gestionnaire de mise à jour. Là, on fait. On va déjà commencer par vérifier. Et on fait la mise à niveau. Donc il va se passer un petit temps, le temps que ça charge la mise à jour et que ça mette le système à jour. Donc je vous reprends dans quelques minutes.
Donc voilà, les mises à jour sont terminées. Bon, il y a eu quelques messages d'erreur, mais a priori, ce que je peux en savoir, ils sont pas bloquants. Voilà, notamment invalide RPC response là. Ça fait une petite erreur à ce sujet-là, et puis il y a une petite erreur aussi là, à ce sujet-là. Bon, a priori, on va passer ça. Donc là, la page se recharge, et comme il y a une mise à jour de noyau, on va redémarrer la machine. Voilà, la machine est redémarrée. Et donc, il y a donc toujours la même chose. Hein. Nous voilà rendus sur l'interface. Hein. Donc on voit bien que les mises à jour se sont bien faites. 4.1.16 maintenant. Le noyau est en 4.18 alors que tout à l'heure, lors de l'installation, il était en 4.14. Donc là, on voit bien que le système vient de redémarrer. Et donc, pour ce qui concerne le réseau, le nom d'hôte, tout ça c'est correct. L'interface, on est bien avec l'IP statique. Proxy, pas de proxy. Découverte des services, on peut les toucher. Le pare-feu, il n'y a pas de règle pour l'instant. Les notifications, ça sera à renseigner si vous souhaitez être averti par email au cas où des services se bloquent ou des choses comme ça. Les centres d'énergie, bon bah voilà, hein, ça c'est à vous de voir après. Donc les certificats on est passé, les tâches planifiées c'est bon, on a vu. Donc, gestionnaire de mise à jour, on va vérifier qu'il n'y a pas de nouvelles mises à jour depuis. Voilà, c'est correct. Les disques, voilà, donc on voit bien le disque d'installation qui est là, le CD. Ici le disque système qui est en VDA, et ça sera les disques de données qui seront en VDB. Bon, Smart ici ça marche pas parce que en fait c'est une machine virtuelle. Donc gestion du RAID ici on n'en parle pas parce qu'il n'y a qu'un seul disque. Et c'est là-dedans que vous pourrez faire des disques, des raids en miroir, des raids avec du raid en même temps miroir et strip. Les raids de strip, c'est de la concaténation et de l'augmentation de performance, mais le souci de ce raid-là, c'est que s'il y a un des deux disques qui meurt, bah tout meurt. Donc là, de toute façon, ce n'est pas le sujet. Système de fichiers. Là, on va créer, nous, notre système de fichiers pour pouvoir stocker des données sur le NAS en question. Donc, libellé, remettre data. Formatage, vous avez le choix. Hein. Bon, moi, je vais utiliser XT4, mais vous avez BTRFS. Bon, BTRFS, c'est arrivé déprécié par Red Hat, donc a priori, je ne conseillerais plus trop. XT3, c'est système de fichiers qui précédait XT4. XFS, vous pouvez utiliser aussi. JFS, je ne connais pas. Donc, on va rester en XT4. On veut formater les périphériques. Voilà, ça formate. La création s'est terminée avec succès, c'est très bien. Et nous voilà avec une partition VDB1. C'est superbe. On monte le disque. Voilà. Et on applique la configuration. Et sur ce disque, on peut appliquer des quotas, hein, si on le souhaite. On peut aussi redimensionner la partition si on veut diminuer pour mettre d'autres partitions pour d'autres.
faire d'autres choses pour un site web par exemple, qui soit à part des données utilisateurs. Donc là on va passer à la création d'un utilisateur, on ajoute, ajouter, alors toujours le même, Albert, l'adresse email on s'en fiche, le mot de passe. Alors ici vous laissez bin SH si vous voulez que l'utilisateur se connecte en SSH. Et sinon vous pouvez utiliser d'autres interpréteurs de ligne de commande. Il y a bash, dash. Si vous ne voulez pas qu'il se connecte via SSH, vous mettez bin false. Et on peut très bien aussi interdire à l'utilisateur de modifier son compte. Donc là, on va renseigner les groupes. Donc, par exemple, si on veut qu'il se connecte en SFTP, eh ben, on va rajouter dans le groupe SFTP, SSH. Il n'y a pas d'autre groupe particulier pour cela. Il est déjà renseigné dans le groupe user, donc ça c'est bon. Des clés publiques, c'est les clés publiques pour le SSH. Donc si vous voulez ajouter une clé publique, c'est par ici. Et on enregistre. On applique le modif. Dans les paramètres, on va dire qu'on veut un répertoire personnel pour l'utilisateur. Donc on va le coller. Ah, on va mettre ça justement tout seul. On va mettre en data. Et on enregistre comme ça, l'utilisateur aura son propre répertoire. Donc voilà, il est déjà renseigné ici, hein, dans le dossier passager. Très bien. Et on va maintenant activer le service Samba pour les partages de connexion avec Windows. Les partages de, pas partage de connexion, les partages de fichiers avec Windows. Donc ici, hop, groupe de travail. On va mettre autre chose que workgroups. Personnel par exemple. On va activer le partage des répertoires personnels. Les autres options, c'est correct. On enregistre. On ne peut pas partager des utilisateurs parce qu'ils ne sont pas activés. Ah. J'ai oublié d'enregistrer, c'est pas grave. Là, on va reprendre la configuration de Samba. On active le service. Et voilà. On applique la configuration. Et c'est parti. Et donc pour vérifier que ça fonctionne bien, on va aller se connecter au serveur. Donc partage Windows, voilà.
Là, on met l'adresse IP de la machine serveur, partage à Albert. Le répertoire reste comme ça. Mon domaine personnel à Albert. Le mot de passe d'Albert. Et voilà, on est connecté. On va vérifier qu'on peut créer des fichiers dedans. Fichier humain, fichier, nouveau fichier. Test.txt. Voilà. Test. Ça s'ouvre là derrière. Il était une fois. On enregistre. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, Albert est là. Et le fichier est lisible. Donc voilà, a priori, bon pour le reste des services, vous pourrez voir par vous-même. Hein. De toute façon, sinon vous pouvez vous reporter à la vidéo précédente d'OpenVidaVault. C'est surtout pour répondre à la question de Christophe Maroubi, hein, pour le problème des mises à jour. Christophe a certainement oublié peut-être un paramètre dans les adresses IP, peut-être notamment la passerelle. Donc voilà, donc s'il pourrait faire un retour au sujet de la vidéo, ce serait vraiment très bien. Je vous dis à une prochaine, et bonsoir à tous.